Monsieur le Président, nous regardons le futur. Et ce futur, nous le regardons avec espoir. Et j'espère en particulier grâce au leadership que vous donnez à votre grand pays. Monsieur le Président John Kennedy, le peuple brésilien se souvient avec émotion du rendez-vous extraordinaire de deux grands présidents, le président Franklin Delano Roosevelt et le président Getúlio Vargas. Mais le peuple brésilien et le peuple américain se sont battus et ont versé leur sang pour la défense de la liberté, pour défendre la démocratie. Un sentiment de plus en plus fort, ancré dans l'esprit et dans la conscience du peuple brésilien. Quem contempla esse quadro comum no interior do Brasil sente logo a necessidade de reformular a política agrária do país. Son désir, c'était mettre en route les réformes basiques, la réforme agraire, les réformes universitaires, la réforme de la santé. Et c'est vrai que c'est un moment plutôt polarisé entre droite et gauche au Brésil. Ça fait que ça crée tout un climat pour faire un coup d'État. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e parlamentou numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Il y a aussi les côtés des civils qui ont participé et ont fait ces coups d'État. À partir de ces moments-là, il y a organisation de quelques militaires pour gouverner avec les présidents de la Chambre, Auro de Moura Andrade, pendant 10 jours. Et après, ils ont élu de manière indirecte les militaires, les généraux Castelo Branco. Il y a eu un appui à la dictature d'une partie de la société, plus ou moins grande, probablement plus au Brésil, disons dans les premières années, que dans le cas du Chili ou de l'Argentine. Alors rappelons que le coup d'État militaire, c'est avril 64. Le président Jair Goulart, dit Django, est renversé par le général Branco. Et une partie de l'armée, du monde économique, de l'Église soutient, car Django est considéré par eux comme celui qui peut-être pourrait faire basculer le Brésil dans le communisme. Et donc cela veut dire que les États-Unis s'en mêlent, Bruno Gruppo. Les États-Unis ont appuyé pratiquement toutes les dictatures militaires qui se sont installées à partir des années 60 parce qu'ils étaient particulièrement préoccupés après la révolution cubaine que cela ne se reproduise pas ailleurs. Et donc, tout en se présentant comme les champions de la démocratie au niveau mondial, ils ont contribué, appuyé le renversement des gouvernements démocratiquement élus comme au Brésil ou comme au Chili. Mais c'est une politique générale qui est liée au climat de la guerre froide et en particulier à l'impact de la révolution cubaine en Amérique latine. La dictature brésilienne, elle ouvre pratiquement une série d'autres dictatures dans le cône sud, Argentine, 1966, puis en 1973 en Uruguay et au Chili. En 1976, c'est l'instauration de la nouvelle dictature en Argentine, celle de Videla. Et puis, il y a d'autres dictatures de ce type en Amérique latine. Les États-Unis favorisent l'instauration des régimes dictatoriaux qui ont en commun certains traits. En particulier, tous se situent, disons, dans le cadre de cette lutte contre la menace communiste.
dans le cadre d'une doctrine qui est la même partout, qui est la doctrine de la sécurité nationale, où, en fin de compte, l'ennemi des forces armées n'est plus l'ennemi extérieur qui pourrait envahir le pays, l'attaquer, etc., mais c'est l'ennemi intérieur. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Vous pouvez démarrer par le couleur d'affiche, quel est ton chef, il faut trouver le chef. Puis après, il faut remonter les filières. Alors, il y avait réunion des capitaines tous les jours à mon bureau, Chaban, Le Boudec, enfin, mes 5 commandants d'unité qui étaient là tous les jours, à 6 heures du soir. Alors, où en êtes-vous? Alors, il y avait mon destinateur qui mettait les organigrammes où ça en était. Bien. C'est du bon travail. Là, il y a un vide, il faudrait le retrouver. Mais il n'est pas sur ma compagnie, il est sur l'autre. Alors, il a autorisé notre copain d'être prendre. Enfin, voyez-vous, on allait où était le type. Donc, pratiquement, n'importe qui peut être l'ennemi. Et dans cette lutte, on ne peut pas respecter les règles conventionnelles de la guerre et la Convention de Genève, etc. Ce qui est clé dans cette lutte, c'est le renseignement. Le renseignement doit être obtenu par tous les moyens. Et donc, la torture est institutionnalisée comme pratique d'État dans toutes ces dictatures. Bruno Groppo, la dictature au Brésil, dans ses méthodes, n'est pas un cas isolé. Quel est le modèle? Quelles sont les collaborations avec les autres spécialistes de la lutte contre-révolutionnaire? Et quelle est la part de la France dans l'instruction de cette lutte contre-révolutionnaire auprès des militaires brésiliens? Il y a une doctrine militaire qui commence à être enseignée dans les académies militaires d'Amérique du Sud, en particulier en Argentine, mais aussi au Chili. On traduit les œuvres, par exemple, de ces théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire comme Tranquier et d'autres. Et puis, il y a effectivement des officiers qui sont envoyés là-bas et qui donnent des cours sur les méthodes qui ont été appliquées par l'armée française, par exemple en Algérie. Cela a été le cas quand même davantage en Argentine qu'au Brésil, mais il y a une influence importante, disons, de la France, qui a été reconstruite, entre autres, par une journaliste, Marie-Dominique Robin, qui a publié ce livre, Les escadrons de la mort, l'école française, et qui a surtout fait un documentaire particulièrement intéressant, mais qui concerne surtout l'Argentine et seulement marginalement le Brésil. L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers mis à ma disposition par Massue, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms, pour que ça ne leur retombe pas dessus, voyez-vous. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger? Oui, dans l'escadron de la mort. Donc il y a une influence française à laquelle se superpose ensuite l'influence des États-Unis, qui généralise la doctrine de la sécurité nationale et qui, il faut rappeler, forme une bonne partie des cadres des armées latino-américaines dans l'école des Amériques à Panama, que certains ont appelé l'école des dictateurs ou l'école du crime. 64 aussi, il y a eu beaucoup de violences. C'était les moments des mettre en prison tous les gens qui étaient contre les coups d'État. Beaucoup de militaires étaient mis en prison, étaient morts, ils étaient chassés de l'armée, pas mal des étudiants aussi. C'était le moment de faire les IPM en portugais, les inquéritos parlamentaires. Des enquêtes parlementaires militaires pour, on va dire, laisser à côté et mettre en prison les ennemis.
jusqu'à 68, on voit des grandes manifestations, en particulier des manifestations étudiantes, etc. On peut se demander effectivement comment est-ce possible sous une dictature. La dictature brésilienne, elle était toujours essayer de montrer un côté démocratique. Donc entre 64 et 68, il y a eu encore un peu d'ouverture pour des manifestations et surtout la presse, elle n'était pas fermée. Acte numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver en 68, l'acte 5. Mais ces actes-là, ils ont chaque fois fermé un peu. Ils ont en 66, l'acte 2, retiré tous les partis politiques. Il a créé que deux partis, un parti de la situation et un parti de l'opposition. Arena des situations et opposition MDB. Donc, après tous les actes, ils vont commencer à fermer les régimes jusqu'à arriver donc 68 qui c'était vraiment les gros moments. Un acteur important des résistances, c'était les mouvements étudiants, mais aussi les mouvements ouvriers. Mais il y a eu des grosses manifestations au Brésil. Les étudiants, à travers l'Union nationale des étudiants, ils sont organisés pas mal de manifestations. Il y a eu un étudiant mort au début de 68 qui déclenchait des manifestations partout dans les pays. Aussi, quelques parlementaires du MDB qui étaient contre les régimes et contre la fermeture du régime, qui aussi étaient en tribune à faire des forts discours contre la dictature. Donc ça, c'était les moments qui, en décembre 68, ils ont créé les actes institutionnels numéro 5. Il y a une première phase qui va de 64, du coup militaire, jusqu'à 68, jusqu'à l'instauration du fameux acte institutionnel A5, et qui est un véritable coup d'État dans le coup d'État, dictature dans la dictature, qui marque, en fin de compte, le début de la période la plus dure de la dictature. Alors que, par exemple, au Chili et en Argentine, la période la plus terrible de la répression a été celle des toutes premières années après le coup d'État. Il y a plusieurs choses dans l'acte institutionnel. Je pense que la remarque plus importante à faire, c'était vraiment la fermeture de la presse, donc de la liberté d'expression, mais surtout la négation du habeas corpus politique. L'arrestation, que c'était plein de fois clandestin, il n'y avait pas de recours juridiques que les gens puissent mettre en route pour se libérer. Si quelqu'un est arrêté, il doit l'être officiellement, on doit savoir où il se trouve, etc. Il est, à partir du moment où il est arrêté, sous la responsabilité de l'État et donc il ne peut pas disparaître. C'est une défense contre l'arbitraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, au Brésil, on décide on supprime l'habeas corpus. Et aux militaires dans d'autres dictatures, ils n'ont même pas eu cette préoccupation. Il allait de soi qu'il n'y avait plus d'habeas corpus, etc. Mais là, on veut respecter en quelque sorte certaines règles. On veut maintenir un niveau de légalité et démocratie, entre guillemets, qui n'existait pas. Mais dans les corpus juridiques, ils faisaient tout pour montrer, ben voilà, on est un régime démocratique. Mais sauf que c'était pas du tout ça. Centres clandestins pour faire la torture et tuer les subversives, hein, c'est toujours entre guillemets.
C'est un peu l'idée qui s'utilisait aussi à la guerre d'Algérie, comme la Villa Cézini, c'est-à-dire créer une maison loin de tout, qui n'est pas du tout une institution militaire. Il n'y a pas de liaison avec des militaires. Et c'est un endroit où tu vas mettre les prisonniers politiques plus dangereux pour d'abord torturer, y prendre des informations, et après... Les destinations c'était la mort. Des maisons, on connaît la plus célèbre, c'est la maison de Petropolis. Vraiment, tous les prisonniers de Petropolis, ils étaient morts, sauf une femme qui est la sortie, Inès Etienne, et qui c'est à travers Inès qui s'est découvert la maison de Petropolis, parce qu'après ça, on a découvert des maisons à Curitiba, à Porto Alegre, dans des autres villes du pays. Mais les modèles de Petropolis, c'était les plus importants. Et au Brésil, on a appliqué également une politique d'assassinat et de disparitions forcées, mais sur une échelle beaucoup plus limitée, et on a donné par contre la priorité à une répression qu'on pourrait appeler semi-légale. On torturait systématiquement, mais après on présentait les subversifs devant des tribunaux militaires qui les condamnaient à des peines de détention, pas des peines de mort, même s'il existait cette possibilité. Et donc c'est une différence importante parce que si on regarde dans le gouvernement de Lula ou de Dilma Rousseff, il y a beaucoup de personnes qui sont d'anciens cadres de l'opposition armée, disons. Et dans le cas de l'Argentine, ces gens-là sont presque tous sous terre. On les a éliminés. D'un côté, les courants politiques des gauches étaient partis pour des actions armées. La plus connue, c'est la guérilla de Araguaï, mais il y a eu aussi beaucoup des actions en ville, urbaines. Les cas, par exemple, les enlèvements des ambassadeurs, c'était les plus connus des ambassadeurs américains, pour changer des prisonniers politiques. Et d'autre côté aussi, il y a eu des résistances, on va dire, entre guillemets, pacifiques dans les chantiers d'usines, dans les universités. Et c'était une période qui c'était surtout beaucoup de la répression. Tous les instruments modernes, même en termes de technologie, pour la surveillance de la population, c'était créé surtout à partir de 67 avec les services nationaux d'information, mais surtout à partir de 69. Donc c'est ces moments-là qui, dans les ministères civils, partout, agences de surveillance, que la torture elle était vraiment pratiquée comme en politique d'État pour exterminer. La période plus dure va jusqu'à 74. C'était quand les gouvernements des Geisel commencent et qu'il a envie de faire une institutionnalisation du régime, ou comme lui dit, une ouverture lente, graduelle et avec des sécurités. Eu assumo compromisso aqui com vocês. Eu mesmo decreto a greve outra vez. Depuis la grève de 1978, nous avons commencé à être surveillés par la police fédérale. Enfin, je ne sais pas si c'était la fédérale ou le DOPS, mais on savait. Ils avaient même loué une pension en face du syndicat. Ils me surveillaient au cinéma. On remarquait qu'ils nous surveillaient. Parfois, on s'arrêtait dans un bar en allant aux réunions. On voyait qu'ils étaient là. Parfois, ils allaient déguisés au bar du syndicat où on buvait des coups. Ils arrivaient et restaient là-bas. Quand ils nous ont emprisonnés, comme tout le monde pour la première fois, j'avais peur. Sauf que Frei Beto avait assisté à mon arrestation à la maison et avait appelé Dom Paolo.
Et là, à la radio, j'ai entendu l'information sur la station Bandeirantes qui disait que le président du syndicat vient d'être fait prisonnier à São Bernardo. Ouf, je suis sauvé. Donc ça, c'est un moment qui, ça commence à être moins tendu, mais il y a eu aussi des cas comme la mort du journaliste Herzog en 75 et d'ouvrier Manuel Filho en 76. Et donc en même temps, c'est la période qui ça a commencé à ouvrir des comités d'amnistie en prol, la lutte pour l'amnistie. Les retours des manifestations des rues pour les mouvements étudiants en 77, les grèves ouvriers du syndicalisme en 78, 79, 80, c'était des très grosses, des mouvements populaires autour de la question d'abord de l'amnistie et après por l'élection directe. Nós das oposições precisamos de uma vez por todas ter consciência que a única chance que nós temos é a via das eleições diretas para presidente da República. Même si les militaires étaient divisés à leur intérieur, avaient des orientations différentes et aussi des projets différents sur le plan économique et politique. Et au fond, la dictature a été une dictature qui a conservé la priorité du développement économique et en particulier du développement industriel. L'époque de la dictature a été une époque de grande industrialisation au Brésil et ce qui explique aussi que se forme toute une nouvelle classe des travailleurs, une nouvelle classe ouvrière, qui est celle qu'on retrouve dans les luttes de la fin des années 70 et dont un personnage comme Lula est très représentatif. Ils ont commis la bêtise de m'emprisonner après 17 jours de grève, en 1980. C'était une bêtise parce qu'on ne pouvait plus continuer la grève. Quand tu arrives dans une assemblée, qu'est-ce que les travailleurs demandent? Alors, t'es en train de négocier? Alors, il y a des propositions d'accord? Alors, vous êtes en train de discuter? Mais tous les jours, on répondait non, pas de négociation, ils ne veulent pas parler, il ne se passe rien. Et là, les militaires ont commis la stupidité de m'emprisonner. Ce fut une motivation supplémentaire pour continuer la grève. Les femmes ont fait une manifestation très belle à São Bernardo do Campo. Et la grève a duré encore presque 30 jours de plus. Je suis resté 31 jours en prison. Mon emprisonnement, au fond, a fait grandir le mouvement. Il l'a rendu plus fort et l'a politisé. S'ils étaient restés tranquilles, la grève se serait terminée toute seule. Je pense que c'était une période vraiment extraordinaire pour le Brésil. Je pense que nous avons eu des pertes, des préjudices, des travailleurs renvoyés, des travailleurs qui sont morts, comme par exemple Manuel Ferreira Filho, comme Santos Dias. Mais je crois que pour la lutte, ça a valu la peine. C'est aussi un moment, il y a eu des groupes d'extrême droite dans les militaires qui n'envient pas du tout ouvrir le régime. Ils ont créé des attentats, des bombes. Les plus connus, c'est à l'ordre des avocats du Brésil, où ils ont mis une bombe, ça a explosé, ça a tué la secrétaire de l'ordre. Donc c'est tendu dans un moment, mais c'est les moments d'ouverture. Ce que nous avions besoin de dire, on le disait. Des discours à la porte des usines, en public. Je me souviens que quand j'ai commencé dans le syndicat, les gens étaient emprisonnés parce qu'ils faisaient de simples bulletins mentionnant la stagnation des salaires. Déjà, à mon époque, on allait à la porte des usines, on se moquait du général, du colonel. Le colonel Rudy était chargé de la sécurité de Volkswagen. Putain de merde, ce qu'on lui disait au colonel Rudy. Vous êtes des traîtres des forces armées brésiliennes, vous vous êtes vendus aux nazis. C'était comme ça qu'on disait. On arrivait chez Mercedes-Benz, il y avait un major, chef de la sécurité, et moi je montais sur le camion de son et je lui disais « Major, je suis au courant que tu es là, accroupi, en train d'enregistrer. Sois un homme et lève-toi. Mets un enregistreur à la fenêtre. On va continuer à dire la même chose. » Donc on disait ce qu'on disait, on critiquait le gouvernement. Voilà, il y avait un mouvement de masse. Je pense que ça a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence.
Ça n'était pas juste moi qui criais parce que je voulais crier. J'étais simplement en train d'extérioriser un sentiment émanant d'un ensemble énorme de travailleurs. Je pense que la différence fondamentale était là. Les mouvements armés se développent principalement après le coup d'État militaire. Mais en réalité, ils existaient déjà. La révolution cubaine avait favorisé l'idée qu'il était possible de renverser un régime militaire, un régime capitaliste, même avec un petit groupe de personnes, etc. Et donc, cela a encouragé des mouvements de ce type dans l'ensemble d'Amérique latine. Mais ces mouvements se sont développés au Brésil, surtout après 1964. Mais disons, ils ont été pratiquement tous liquidés entre 68 et 72, 73. À ce moment-là, disons, leur défaite sur le plan militaire est complète et en même temps, il y a, pour ainsi dire, une défaite politique, dans le sens que, alors qu'ils pensaient que la lutte armée aurait été l'élément qui déclenchait une lutte plus large du côté populaire, etc., au contraire, disons, ils sont restés isolés. Et donc, leur défaite a été aussi, de ce point de vue-là, une défaite politique. À partir de, on peut dire, 1974, les personnes qui ont participé à ces mouvements commencent à tirer des conséquences de cela. Les groupes armés en tant que tels constituent désormais un phénomène marginal, mais les gens, par contre, s'engagent de plus en plus dans des mouvements comme celui, par exemple, pour l'amnistie, qui se développe. Le thème des droits de l'homme devient un thème important, alors qu'il ne l'était pratiquement pas du tout dans la période antérieure, dans les années 60. Et on assiste à une sorte de changement des perspectives. L'idée des révolutions est pratiquement mise de côté. Il s'agit de lutter maintenant pour la reconquête de la démocratie, etc., qui n'était pas du tout un but des mouvements armés au début. Les mouvements armés voulaient instaurer la dictature du prolétariat, non pas la démocratie bourgeoise, disons, représentative. Mais la perspective change et aussi la manière de raconter le passé immédiat. Parce que, en quelque sorte, on commence à raconter une autre histoire, comme quoi l'opposition armée à la dictature a été, pour ainsi dire, l'aile gauche du mouvement démocratique de résistance à la dictature. Et pratiquement, c'est ce type de récit qui, petit à petit, est devenu prédominant. Tout cela dans une société qui, dans sa majorité, voulait laisser derrière soi le thème des années de plomb, le thème de la torture, etc.